Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons répondre à notre fidèle auditeur Fredo. Fredo nous demande comment se relancer dans la drague après un divorce. Fredo a plusieurs obstacles à surmonter. Il a un agenda chargé, il a 3 enfants qu'il voit 2 fois par semaine, il travaille, il habite à 1 heure de distance de son boulot, et à 47 ans, les applications de rencontres ne fonctionnent pas pour lui. Alors, comment est-ce qu'il pourrait, malgré toutes ces contraintes, satisfaire ses besoins affectifs, amoureux et sexuels? Voici nos conseils. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Mon cher Robbie, comment te sens-tu aujourd'hui? Salut Constib, écoute, assez bien aujourd'hui. D'ailleurs, ouais. Franchement, très bien. Bon week-end, excellent week-end et plein de motivation. Oui, pour ce podcast ou en général? Moi, en général, je te dis, tu peux me poser la question quand tu vois qu'il fait, comme on n'habite pas très loin pour le moment l'un de l'autre, quand tu vois qu'il fait bon dehors, tu sais que ma réponse va être positive. Positive, et quand il fait dégueulasse, comme les 2 dernières semaines avec les inondations incroyables qu'il y a eu, eh bien, ouais, dans ce cas-là, c'était un peu moins joyeux. Mais aujourd'hui, il fait super bon, donc la motivation est là. Ok. Robbie, aujourd'hui, on va parler de la drague après le divorce. Ou après un divorce. Car ça ne se limite pas qu'à un divorce pour certains mecs. Ouais. On a reçu une question de la part de notre cher auditeur Fredo. Fred est son prénom, mais bon, il signe son message avec Fredo. Puisque je sais que moi aussi j'ai ça, quand je regarde des vidéos sur YouTube ou quand j'écoute des podcasts, surtout de manière régulière, parfois j'ai juste l'impression de connaître l'influenceur que j'écoute ou que je regarde. Et donc je me permets de l'appeler Fredo. Fredo, je me permets de t'appeler Fredo. Ça crée un petit sentiment de familiarité. Et donc, Robbie, je vais te lire la question. On fait le format classique, c'est ça? Ça te dit? Non, je lis la question, tu réponds, puis je donne ma version. Ok. Oui, avant de commencer, cher auditeur, cher Robbie, cher Fredo, dorénavant, je vais déplacer la conversation sur le blog du Coach Drag Podcast. Il y a un site du Coach Drag Podcast. Donc, je ne sais pas où tu m'écoutes, ou est-ce que tu m'écoutes sur YouTube, sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Cher auditeur, si tu veux me poser une question, si tu veux interagir, si tu veux laisser un commentaire, clique sur le lien se trouvant dans la description. Tu trouveras un lien vers le Coach Drag, c'était quoi, coachdrag.com/podcast. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on va discuter. Pourquoi ? Car c'est juste, c'est chiant, c'est injuste, c'est frustrant. YouTube continue de supprimer mes commentaires, quoi. Cette nuit, j'ai passé des heures à répondre aux commentaires. Tu sais, je fais ça par vague, tu vois. Je suis pas régulier dans le sens où je fais pas ça tous les jours. Je lis régulièrement les commentaires, mais je prends toujours un gros créneau pour répondre aux commentaires de 2-3 heures, 4 heures. Alors je passe la nuit à répondre aux commentaires avec une petite musique dans le noir. C'est super gai, j'adore cette ambiance. Bref. Ça fait déjà des semaines que YouTube supprime mes commentaires, quoi. C'est juste... je comprends pas. Il y a des commentaires anodins comme merci pour ton commentaire, merci pour ton témoignage, merci, cool, sympa. Tu vois, même des commentaires de ce genre, ils les suppriment. Et c'est encore plus frustrant quand je publie de grosses tartines, quand le mec me pose une question intéressante, un petit challenge intellectuel, je me dis, cool, il pose une question intéressante, ou bien, voilà, bref, je réponds. Ça me prend parfois une demi-heure, 3/4 d'heure pour envoyer de grosses tartines, surtout avec mon français. Moi, j'ai peur de passer pour un mec bête. Donc, je lis le truc, je relis le truc, j'essaie... Dès que je vois une faute d'orthographe, je me dis, putain, oh la honte. Donc, je repasse dessus, etc. J'essaie de vérifier la cohérence de mes arguments. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Je vais une fois consulter ma mémoire. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que j'ai vécu des trucs similaires? Bref, je le fais avec beaucoup de
d'investissement, de passion, oui, de dévotion. Je retourne 1 heure plus tard, c'est parti, quoi. Ouais, non, mais ils sont affreux. Et franchement, moi qui suis d'autres chaînes, je vois souvent des appels de ces gens sur Twitter et ailleurs, en disant, bon, les gars, faites un maximum de bruit parce que ma chaîne ou tel machin a été censuré. Et parfois, c'est l'algorithme de YouTube qui s'en occupe automatiquement. Et bref. Oui, mais c'est ça, c'est juste l'algorithme qui, je sais pas moi, comment il est configuré. Enfin, je sais même pas si on peut parler de configuration, car je sais qu'avec l'intelligence artificielle, ils sont déjà tellement loin que ce truc, il apprend, l'algorithme apprend tout seul, presque comme un organisme vivant, il s'adapte, il apprend. Et est-ce que ça a besoin encore d'un peu de temps? Est-ce que je dois publier plus? Je sais pas ce que je dois faire. J'ai contacté YouTube à plusieurs reprises. Oui, tu vois qu'ils suivent juste un protocole, un peu pour te calmer, pour t'endormir. Oui, monsieur, que peut-on faire pour vous? On supprime mes commentaires. Ah, je vais checker ça. Alors, ils commencent à te poser plein de questions. Et puis, au final, c'est genre, ah oui, je vais transférer votre message à l'équipe technique. Puis l'équipe technique revient en disant, on n'a rien trouvé. Oui, et là, j'ai envie de les insulter, mais je sais que si je les insulte, cette insulte, il y a l'algorithme qui va la reconnaître et qui va flaguer ce podcast. Il sera très probablement démonétisé. Puisqu'il sera démonétisé, il génère pas de thunes, donc il sera moins recommandé, et ainsi de suite. Ouais, non, mais c'est juste frustrant. Et tu vois, donc, moi, j'ai pas envie de passer sur le Coach Drag, sur le site du Coach Drag Podcast, juste car je le trouve, j'utilise juste comme backup. Il est pas beau. L'environnement de YouTube est beaucoup plus élégant, plus beau. Il est plus engageant. C'est développé pour ça, pour te rendre addict, accro, pour que tu reviennes encore et encore. Tandis que le site du Corac Podcast, c'est juste un truc blanc, super minimaliste, un peu bricolé, et voilà, quoi. C'est moins engageant, moins sexy. Attends, il y a mon fils qui vient d'entrer. Attends, mon fils, je fais un podcast. Oh, pas de souci, pas de souci. Je vois un Gilles, Gilles, c'est l'ingénieur du son. Gilles, ça, tu peux laisser, c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai marre. Heureusement que depuis que j'ai remarqué ça, je sauvegarde tous les commentaires dans un fichier, dans un document, un document Word, avec la date, le lien du podcast, etc. Juste pour ne pas les perdre. Et donc il m'arrive parfois de publier un commentaire, de constater que YouTube l'a effacé, puis d'ouvrir mon document, de copier le commentaire et de le recoller dans YouTube, et ça juste jusqu'à ce qu'il reste, quoi. 3, 4, 5, 6 fois, je recolle de manière agressive, comme une mouche. Je reviens, tiens, prends ce commentaire, tiens, plein dans le, prends-le dans le tut, Mais bon, ça aussi, c'est fatigant. Attends, j'ai pas envie juste de faire du copier-coller en itération, tu vois, pour que mes commentaires restent. Donc, fini tout ça. Et tu sais ce qui est bizarre, Roby? J'ai laissé un commentaire en dessous d'un des podcasts précédents dans lequel je dis, bon, je vais quand même insulter, YouTube, je t'emmerde. Ah, il a pas été supprimé, celui-là, Putain, quoi. Ouais, c'est la folie. Oh non, mais maintenant, qu'est-ce que tu viens de dire, Roby? Là, maintenant, il va être supprimé. Oh là 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 là. Là, maintenant, le podcast va être censuré. Oui, voilà, donc c'est fatigant, je me dis. Et aussi, c'est un bon exercice un bon challenge, tout simplement. La meilleure réaction à avoir, c'est de se demander, OK, c'est un obstacle. Comment est-ce que je peux surmonter cet obstacle? Et comment est-ce que je peux me préparer, me rendre résilient, on va dire, à ce genre de problème, pour ne pas l'éviter une seule fois, mais pour l'éviter définitivement, tu vois. Ouais. Enfin bref, je ne sais pas si la solution est une solution définitive, car c'est plutôt cette façon de penser, ça doit être une attitude, ça doit juste être chaque fois la réaction. OK, il y a un problème, on le résout, comment est-ce qu'on pourrait le résoudre à long terme? Mais voilà, il y aura toujours des imprévus auxquels tu n'as pas pensé. Bref, cher auditeur, si tu veux poser ta question... si tu veux qu'on réponde à ta question, qu'on analyse ta situation, qu'on te donne des réponses dans un podcast, laisse un commentaire, non pas sur YouTube, mais sur le blog, sur le site du Kojak Podcast. Je m'excuse à l'avance, bon, il est moche, mais c'est comme ça, voilà, le site est moche.
Bref. Voici la question de notre cher ami Fredo, qui a été postée sur YouTube, en dessous de l'épisode 244. Et l'épisode 244 s'intitule « Draguer dans la rue, comment aborder plus de femmes et est-ce vraiment nécessaire ?» Tu trouveras le lien vers l'épisode 244 dans la description, cher auditeur. Voici la question de Fredo. « Salut Consti, merci pour ces pépites d'informations, vous êtes les meilleurs et de loin sur YouTube. » Petite parenthèse, Fredo, comment est-ce que tu sais qu'on est les meilleurs ? Ça veut dire que tu écoutes ou tu regardes d'autres chaînes et donc tu nous compares. Si on est vraiment, vraiment, vraiment les meilleurs, pourquoi tu vas voir ailleurs, hein ? Bon, je déconne. Je déconne. Moi aussi, je regarde plein d'autres chaînes. Et je trouve pas spécialement la nôtre la meilleure, tu sais. Et c'est pas de la fausse modestie. Hein. Je le pense vraiment. Bref. Alors, je continue. J'ai une des questions. J'ai une question. Voilà, ou plusieurs. Comment se relancer dans la drague après un divorce ? J'ai 47 ans, ma VMA est assez élevée à tous les niveaux. Ma VMA, c'est-à-dire ma valeur sur le marché de l'amour. Donc, au niveau social, je suis soigné et bien habillé, etc. Je suis divorcé, et ça depuis 4 ans. J'ai 3 enfants en bas âge et je les ai 2 fois en milieu de semaine. Plusieurs problèmes se posent à moi. Premier problème, au niveau logistique, je travaille dans une grande ville, mais j'habite en banlieue à 1 heure de distance. Donc, où draguer ? Dans la grande ville ou au supermarché dans ma ville dortoir. Deuxième problème, au niveau du temps libre, 2 fois par semaine, je travaille le soir, donc libre le matin jusqu'à 14h. Ce n'est pas évident de draguer en matinée. Et 2 fois par semaine, je travaille le matin, donc libre le soir. Donc ça, c'est l'inverse, tu vois. Mais j'ai les enfants, parfois, donc libre seulement 1 soir par semaine. Je ne sais pas si tu suis, Robbie, moi je trouve ça déjà assez compliqué. 1 week-end sur 2, j'ai les enfants avec moi. Donc là, je suis complètement perdu, j'arrive plus à suivre. Hein, donc c'est juste, tu dois jongler, tu vois, il y a ces créneaux qui se déplacent constamment. Matin, libre, soir, libre, pas toujours. Parfois, il y a les enfants. Bref. Donc, heureusement que je ne sais pas qui a inventé l'agenda. Problème suivant. Les applis ne marchent pas bien pour moi. Hein, j'ai des matchs, mais avec des femmes qui ne me plaisent peu et je trouve qu'il y a trop de concurrence. Oui. Problème suivant. Comment draguer et savoir que les femmes que j'aborde sont libres ou divorcées ? Je préfère les femmes divorcées. Bref, beaucoup de limites s'imposent à moi. De quelle manière optimiser mes possibilités de drague ? Je cherche des rencontres assez légères. Merci Fredo. Fredo, quand tu dis je cherche des rencontres assez légères, vas-y, hein, crache le morceau, dis que tu cherches que du plaisir. Non, pas nécessairement. Hein. C'est pas noir ou blanc. Des rencontres assez légères peuvent sous-entendre quand même une certaine connexion, une certaine intimité, une certaine complicité. Ça, voilà, bref. Robbie, toi, qu'est-ce que tu conseilles à notre ami Fredo ? Plusieurs choses. Je me suis déjà reconnu un peu dans la difficulté d'organisation logistique. Puisque... Avec tes 34 enfants un peu partout, dispersés un petit peu partout dans le monde. Ouais, exactement. Et mes 34 femmes également dispersées. Mais ouais, non, sérieusement, je connais les situations de mauvaise logistique. J'en ai eu, pour ainsi dire, tout le temps. D'ailleurs, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu développer mes systèmes performants. C'est comme ça que j'ai su développer des systèmes, des techniques très, très efficientes parce que j'avais besoin d'optimiser ma logistique. C'est une de mes forces. C'est vraiment d'avoir pu développer ces systèmes à cause. C'est ta force d'adaptation, tout simplement. Ouais, tout à fait. J'ai eu, je dis voilà, par exemple, pendant tout un temps, j'habitais très loin des grandes villes, donc je devais à chaque fois me déplacer en train ou prendre une voiture jusqu'à la gare et puis aller seulement dans une grande ville. Puis j'ai eu des périodes où j'avais pas de logement, donc je devais absolument m'organiser pour finalement cibler particulièrement les filles qui avaient un logement. Et donc tout ce qui est logistique, les problèmes logistiques, je connais. Donc, est-ce que tu te souviens, tout au début de Kojra, comment est-ce que je te positionnais ? Je mettais ces points faibles, justement, en avant. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Ce qui était le cas quand j'avais 17-18 ans, c'était
J'habitais dans un village très loin, donc trop loin des grandes villes. Je faisais chambre à part à l'époque avec encore mon frère. Donc il y a très longtemps, il y a quasi 20 ans maintenant. Allez, non, j'ai 17 ans. Ouais, 17 ans. Ouais, c'est comme ça que je te positionne. Hein. Ouais. Les aventures du dragueur fauché. Je sais plus quoi. Comment un mec, c'était quoi? Un mec moyen avec une peau jaune ou orange qui habite dans un petit village au milieu de nulle part, chez ses parents, faisant chambre commune, tu partages une chambre avec ton frère, enfin je sais plus comment, c'est une super longue phrase comme ça pour te positionner. Oui, pour montrer de la logistique merdique, ouais, ça me connaît, quoi. C'était vrai, hein, Ouais, tout à à fait. l'époque, ouais, donc. Tout à fait. Donc si un mec avec autant de contraintes, hein, ouais, pouvait à cette époque se démerder de manière assez enfin, efficace. Hein. C'était spectaculaire même, je dirais parfois. Comme tu te démerdais, tu trouvais chaque fois des solutions. Ouais. Oui, alors, enfin, je voyais pas. Ouais, voilà, ça démontre que c'est possible. Ouais, si on veut, on peut. C'est une question d'organisation, c'est ce dont je vais parler ici. Donc j'ai un peu décortiqué ma réponse en suivant les différentes questions que Fredo a posées. Donc déjà, pour la partie concernant tes séances de drague, comme je le disais, moi ce que je faisais à l'époque, à l'époque où j'étais par exemple, j'habitais loin, il fallait que je me déplace pour aller dans une grande ville, etc. Ce que je faisais, c'est organiser des sessions de drague 1-2 fois par semaine afin d'aller récolter les numéros, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup plus de drague de rue. Et donc, si tu as même des contraintes et que tu peux y aller uniquement, imaginons dans le pire des cas, 1 fois par semaine, ça peut encore être suffisant pour avoir des numéros. Ici, je parle uniquement de la drague de rue, puisque tu mentionnais, il mentionnait d'aller au supermarché, dans les grandes villes. Donc, je suppose qu'il faisait référence à comment dire, à la drague de rue, puisque s'il faisait référence à la drague de ligne, en ligne, pardon, ça ne se pose pas la question de comment dire, de disponibilité, puisqu'il peut le faire à tout moment. Donc, je suppose que tu faisais référence à la drague de rue, et dans ce cas-là, effectivement, voilà, prends une session par semaine, et une session par semaine où tu fais même ne serait-ce que 2 heures, ça peut être largement suffisant, sachant qu'une approche en rue ne dure pas non plus éternellement. Ça peut se faire en 5 minutes, ça peut se faire en 10 minutes. Donc en l'espace de 2 heures, tu peux récolter 5-6 numéros. Et avec ces 5-6 numéros, tu peux voir venir peut-être pour le mois entier, par exemple. Donc c'est possible, il faut juste s'organiser. Moi, je pense également que il faut intégrer dans ton système de drague ces problèmes que tu as, ces problèmes logistiques. Donc, par exemple, j'avais noté dans un premier temps dans ma réponse que vu que tu habites à 1 heure de la ville et que si tu vas draguer dans cette ville, parce que si je comprends bien ta ville, c'est un peu une ville fantôme, il n'y a pas grand-chose à faire et je peux comprendre, j'étais dans la même situation, donc il fallait aller dans une grande ville pour avoir des possibilités. Ce que tu pourrais avoir comme obstacle, mais je pense que c'est à relativiser vu, à mon avis, l'âge des filles que tu dragues, c'est que ça pourrait être un obstacle qu'une fille vienne, fasse 1 heure de route pour aller chez toi. Donc, moi, ce que je ferais dans une situation comme celle-ci, c'est de vérifier et donc de m'assurer que, elle habite seule, et de 2, surtout qu'elle habite seule en fait, et qu'elle habite dans la ville où tu vas draguer. Donc par exemple, imaginons que tu travailles tard le soir et que t'as pas les enfants, mais après le boulot, tu peux aller chez elle par exemple. Voilà, donc c'est vraiment organiser ton système en fonction de tes contraintes logistiques. Donc voilà, même si je pense que vu que tu as, il a dit son âge, je pense. 47 ans. 47 ans, voilà. Je suppose que les femmes que tu dragues doivent, à mon avis, avoir, je sais pas, disons la trentaine bien avancée, peut-être 35-36 ans. Donc, la plupart du temps, ces femmes-là vivent seules. Et je dirais même que si elles sont célibataires, il y a plus de chances qu'elles soient divorcées, qu'elles aient déjà des enfants. Donc, la question ici, c'est plutôt comment, c'est comment vous organisez. C'est si elles habitent seule, c'est souvent le cas quand elles ont un âge plus avancé, ce qui est normal, mais qu'elle a des enfants, c'est à quel moment tu peux
tu peux aller chez elle. Donc c'est ces questions-là qui doivent être primordiales. Je vais donner un exemple pratique de comment la logistique actuelle influence mon système. Pour l'instant, et depuis avec l'histoire du Covid, etc., j'étais de retour ici, donc j'ai pas un logement seul. Donc depuis 6 mois, toutes mes conversations, toutes mes discussions, donc je dois être certain qu'elle habite seule. Parce que sinon il faut s'arranger pour prendre un hôtel, etc. Donc c'est des coûts supplémentaires et j'ai pas envie. Donc j'intègre ça vraiment et c'est une des questions phares. C'est-à-dire que si je sais dès le début que la fille n'a pas de logement, ça va me démotiver parce qu'il faudra faire plus d'efforts financiers. Et ça m'ennuie. Et deuxième chose, j'essaye de m'assurer qu'on on a un peu similaire au niveau de l'état d'esprit. Donc elle n'est pas en train de rechercher quelque chose de trop sérieux. Et quand ces deux combinaisons sont réunies, eh bien je passe à l'étape suivante. Donc ça veut dire qu'elle a un tas qui tombe à la trappe finalement. Et si toi tu recherches quelque chose de léger, comme tu l'as mentionné, et que tu as ces problèmes de logistique, il faut simplement les prendre en considération. Moi, je vois pas en quoi c'est un souci. Honnêtement, quand je lis tes problèmes logistiques, je n'ai pas l'impression que ça soit insurmontable. Et je dirais même que vu la tranche d'âge de nouveau, je trouve que ça peut vraiment être très efficace parce que les femmes qui sont un peu plus âgées et qui ont des enfants également, divorcées par exemple, elles connaissent la valeur du temps. Elles savent ce que c'est être responsable avec leur temps. Elles ont des enfants, elles ont un boulot. Et donc, si elles sont sur le marché du dating, de la drague, si elles sont disponibles simplement, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile d'obtenir des rendez-vous avec ce type de femme que la petite de 20 ans qui a absolument aucune responsabilité, qui ne sait pas la valeur du temps et qui est un peu volatile. Alors que ces femmes-là, la plupart du temps, savent ce que c'est la valeur du temps, doivent s'organiser, ont des enfants aussi elles doivent s'occuper. Donc, pour moi, je ne vois pas vraiment de problème majeur avec tes contraintes logistiques. Ça, c'est la première chose. Concernant la drague en ligne, c'était une de tes questions également. Je reçois effectivement pas, comme si tu pourrais confirmer si tu as des gens dans cette tranche d'âge aussi, mais c'est vrai que j'ai reçu pas mal de feedback de gens qui, passé la quarantaine, me disent que les applications marchent beaucoup moins bien. Les raisons sont assez simples, c'est que sur les applications, la plupart les filles sont assez jeunes, mettent des filtres d'âge, ou même si elles n'ont pas de filtre, elles voient la différence d'âge et ça peut être un frein. Et aussi que les filles au-dessus d'un certain âge, forcément il y a moins de célibataires et donc voilà, ça peut expliquer que les applications ne marchent pas très bien. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup quelques amis qui ont 42, 43, 44 ans qui m'expliquaient qu'ils ont vu la différence en termes de retour sur les applications. C'est comme ça, tu sais pas y faire grand chose. Ici, moi, ce que je te propose, c'est éventuellement d'aller chercher sur des sites un peu moins peut-être mainstream, donc des sites un peu moins connus. Par exemple, moi, je vais beaucoup en Hongrie pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles. Et j'avais trouvé un site qui s'appelait, j'ai oublié le nom, c'est Elitarch, je pense. C'était l'équivalent en France ou même en Belgique, je pense, de Elite Dating, tu vois. Elite Dating, c'est un site qui se prétendent pour des filles un peu plus élitistes, etc. Et effectivement, j'avais quand même remarqué que, contrairement à une application comme Tinder, il y avait des profils de filles un peu plus âgées, donc une trentaine d'années, 35 ans, avec de bons jobs, des femmes qui étaient divorcées récemment, des femmes qui n'avaient pas beaucoup de temps pour elles et qui n'aimaient pas trop ce côté trop mainstream des applications comme Tinder, etc. Et donc, ils s'inscrivaient sur un site de niche, en fait. Donc, un site plus qui leur correspondait mieux au niveau du branding, au niveau de la présentation. Et donc, peut-être ce que je te proposerais, si ça marche pas très bien, je sais pas ce que tu utilises vraiment comme application, c'est essayer de trouver des applications qui sont plus ciblées. Pour éviter d'être simplement un bruit de fond sur des applications comme Tinder, par exemple. Donc voilà. Autre chose que je mettrai en avant, de nouveau, je sais pas, tu dis que tu as une bonne VMA, et je te crois, une bonne valeur sur le marché de l'amour, mais un axe de réflexion que tu pourrais avoir aussi, c'est si tu as une bonne VMA réelle, est-ce que ta VMA perçue, donc c'est-à-dire celle que les gens voient quand ils sont sur une application, est-ce qu'elle est vraiment bien, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce que tu es bien mis en valeur, est-ce que tes photos sont bonnes, est-ce que ta valeur réelle, celle que tu as, est vraiment bien retranscrite en ligne?
Voilà, ça c'est une question aussi que je me poserais. Je te conseille un site, comme si tu connais aussi, je pense que c'est Photo Filler, je pense, c'est ça, hein? Je sais pas. Attends, je vais aller voir directement, parce que je suis sûr. Oui, c'est ça, Photo Filler. Donc tu mettras. Photo. Attends, ouais, je mets le lien en description. Est-ce que c'est Feeler avec F-E-E-L? Ouais, Filler, oui, c'est ça. F-E-E-L-E-R, ouais. Ok. Photo Filler. Le lien se trouvera dans la description. Yes. Et c'est en fait un site où tu peux mettre tes photos et tu reçois des feedbacks de la communauté. Donc toi, tu dois aussi voter pour des photos et la communauté te note et tu reçois des avis neutres en quantité sur la confiance que tu dégages, l'intelligence que tes photos dégagent, etc. Donc, pose-toi la question éventuellement, teste ce site par exemple, est-ce que la valeur que tu as en réel est bien retranscrite sur les applications de rencontres. Donc voilà. Excellent conseil. Je suis sur ce site et je regarde que... Enfin, je vois que l'idée est vraiment bonne et surtout la façon dont c'est construit. Ouais. Hein, aussi avec les différentes catégories, donc c'est pas juste qu'on te donne un score pour ta photo, juste comme ça, est-ce qu'il est bien ou pas bien, de 0 à 10. Non, c'est décomposé. Hein, si je comprends bien, tu peux choisir le but de la photo. Est-ce que c'est pour le business? Ouais, pour le dating. Est-ce que c'est pour le dating, les rencontres? Et ensuite, quand par exemple tu uploads tes photos, tu dis voilà, c'est pour le dating, et on te donne des scores pour différentes, comment on va appeler ça, catégories, différentes qualités, c'est ça, voilà. Est-ce qu'il a l'air compétent? Non, si je regarde sur... Ouais, non, ce sont pas les mêmes qualités qu'on... C'est pas les mêmes critères suivant dating, la catégorie. Voilà. Est-ce que, sur le dating, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est... Allez, ça avance trop vite ici. Tu vois, ça c'est en train de roter les photos. Smart, trustworthy, attractive. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est attirant? Ah ouais, donc tu reçois... Ouais. Et je pense qu'ensuite on fait la moyenne ou quoi de ces 3 scores différents. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Non, bon conseil. Oui, c'est ce que j'ai mis, ce que tu sais pour l'instant, je suis en train de mettre à jour le script et notamment le module sur la drague en ligne. On en parle après parce que c'est incroyable. T'es en train d'en faire un truc de ouf. Ouais, mais c'est une des astuces que je suis, que j'ai mentionné. Donc elle m'est venue quand il parlait de ça. C'est un site intéressant pour avoir un premier feedback du terrain. Voilà. Ouais. Ensuite, sur toujours la drague en ligne, concernant la concurrence, écoute, je te comprends, et malheureusement, c'est un problème qui est fort présent chez nous, mais je pense que ça va, c'est comme ça un peu partout de plus en plus. Ouais, surtout quand tu commences à devenir un peu plus âgé. Moi, je redoute déjà, quand j'aurai 10 ans de plus, je vais déjà penser à la transition parce que je sais que plus le temps avance, plus l'âge avance, plus les applications mainstream du style Tinder, Bumble, etc. Tinder, va diminuer, et donc je suis déjà en train de... Bon, j'ai encore quelques années parce que je suis dans la milieu de trentaine, mais je sais que ça va diminuer avec le temps, donc voilà. Soit tu vas dans les marchés de niche, donc des applications qui sont plus ciblées, ou alors tu essaies d'augmenter quand même ta valeur perçue pour quand même continuer à profiter des applications qui, c'est clair, ont énormément de membres comme Tinder, etc. Mais donc, oui, c'est un problème, et je serais tenté, tu vois, dans le brainstorming, te dire, oui, si tu cherches quelque chose de plus léger, tu pourrais aller sur des applications, entre guillemets, qui proposent des rencontres plus légères, mais laisse tomber, c'est une perte. Si déjà tu n'es pas content de la qualité que tu as sur les applications standards, ne va même pas sur les applications qui promettent des rencontres coquines, parce que là, tu vas non seulement perdre ton temps, parce que la concurrence va être complètement exacerbée et la qualité va être absolument ignoble. Et je parle ici de nos chères contrées occidentales. Donc, je parle en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et compagnie. Tu vois, dans d'autres pays, le miracle existe. Mais ici, voilà. Donc, c'est vrai que le web de la drague en ligne, plus le temps avance, plus ça devient un peu, la concurrence est très présente. Donc, augmente ta valeur perçue, ou alors cherche des sites comme ça de niche. Donc voilà. Mais je pense que pour
ce que tu recherches. Voilà, essaye la drague de rue, essaye les bars, les soirées et la drague en ligne avec voilà ce que j'ai mentionné juste avant. Et alors, dernière question que moi j'ai relevée. Comment savoir si les femmes que j'aborde sont libres ou divorcées? Écoute, très simplement, si tu nous écoutes et je sais pas si tu as par exemple, tu t'es procuré le script, mais tu sais que moi dans le script et dans le module sur la drague de rue, tout est orienté, tout est articulé plutôt autour d'une méthode directe. Ça veut dire que tu abordes de manière directe donc tu exprimes tes intentions de sorte à ce que tu saches exactement à quoi t'en tenir après quelques minutes de conversation. Donc, comment savoir si elles sont libres et divorcées? Tout simplement, si tu les abordes de manière directe, donc grosso modo, tu les abordes pour dire que elles te plaisent, que tu as aimé leur style, que tu as aimé ça ou ça et ça, et que tu as absolument voulu les aborder ou l'aborder parce que tu ne voulais pas avoir de regrets à la fin de la journée, c'est ce que je dis quand j'aborde en rue, eh bien elle va te dire assez rapidement si elle est mariée et qu'elle est en couple et qu'elle est heureuse en couple, tu vas le savoir dans la seconde. Et si elle est divorcée, si elle est seule, tu vas le savoir également assez rapidement. Donc comment savoir ça? Tout simplement en abordant de manière directe si tu vas dans la rue. Et si tu parles de la drague en ligne, mais a priori, si elles sont inscrites sur un site de rencontre, c'est qu'elles sont libres. Et si elles ne le sont pas, la plupart du temps, elles le mentionnent et elles sont assez prudentes. Elles se cachent, voilà, elles se mettent pas en avant forcément puisqu'elles sont encore mariées. Donc voilà. Ce sont mes différentes pistes de réflexion. Je sais pas si tu en as d'autres. Moi? Ouais. Non, Robbie, écoute, ça fait déjà, je sais pas combien d'épisodes que je le répète. Nous sommes un vieux couple marié, on doit même plus se parler, on pense les mêmes choses. Voilà, et ça s'améliore pas avec le temps. Hein. Quand la façon dont tu as répondu, je me suis dit, bon, voilà, j'ai plus rien à rajouter. Merci, cher auditeur. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Non, j'ai exactement les mêmes trucs à dire et donc je vais les répéter. Ok? Prépare-toi, cher auditeur, pour un moment d'ennui. Non, un peu de sérieux. Non, mais tu les répètes toujours dans un sens différent, dans une forme différente, donc je trouve que c'est vraiment très... Même si ça se répète un peu, ça restera clairement... Pas un peu, entièrement, Robbie, entièrement. Ouais, c'est... Non, mais bon, c'est complémentaire. Et s'il y a j'ai quelques éléments que toi t'as pas mentionné, vice versa. Donc, non, donc, cher auditeur, si tu continues à écouter ce podcast, cet épisode, c'est juste par amour pour ma voix, quoi, pour mon accent flamand, hein. Pour le contenu, bon, non, Robbie a dit l'essentiel. Hein. Voilà, non, j'ai quelques secrets et je vais les partager. Je vais les partager. Voilà, saupoudrer. Ouais, voilà, l'épisode avec ces petits secrets. Mm-hmm. Et à la fin de l'épisode, je vais te dévoiler que je t'ai eu, qu'il n'y avait pas de secret. Et là, tu seras. Non, j'arrête de déconner. Je continue. Alors, comment se relancer dans la drague après un divorce? Déjà. Je sais comme ça peut être difficile de se relancer après une période d'inactivité, mais souvent, quand je reçois des questions de la part des clients, des lecteurs, des auditeurs, des questions concernant la relance après un divorce, cette période d'inactivité est tellement longue qu'on ne peut pas vraiment parler d'une période d'apprentissage. Hein. Si tu as eu une relation de 10 ans ou plus, au moins, bref, ouais, si t'as été en couple pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, et si t'as pas pratiqué pendant toutes ces années, oui, attends. Souvent, on se met en couple entre 20 et 30 ans en général, et bon, c'est surtout à cet âge-là qu'on apprend, quoi. Donc, je peux très bien comprendre à quel point c'est difficile. Il y a la petite voix dans ta tête qui te dit « Je suis vieux, je suis moche, c'est foutu pour moi, j'ai perdu, j'ai gaspillé les plus belles années de ma vie. Je suis paumé, qu'est-ce que je fais ?» Comment se relancer ? De manière graduelle, structurée et avec une vision à long terme.
Bon, je vais définir tout ça, je vais préciser tout ça. Donc tu te remets dans le bain progressivement pour te désensibiliser à l'angoisse et pour développer justement l'habitude de draguer, de faire des rencontres. Qu'est-ce que je veux dire par cette manière graduelle? Je vais juste l'expliquer à l'aide d'un exemple. Supposons que tu aimes bien les bars. Ok, à ton âge, oui, tu vas sûrement trouver un pote pour pouvoir t'accompagner, un coéquipier. Un autre mec qui a subi le même sort, qui est divorcé. Voilà. De manière graduelle, voici un exemple. Donc, tu sors une première fois. Et je peux comprendre que tu te sens pas à l'aise du tout. Tu sors dans comment on appelle ça, cet environnement. Je sais pas. Ici, moi quand je sors, c'est à Leuven. C'est une petite ville ici à quelques kilomètres de Tirlemont. Et t'as vraiment dans le centre-ville, comme ça, un quartier où tout est concentré. La vie nocturne se joue là-bas. Ce que tu peux faire, c'est ta première sortie, tu fais juste une promenade. Car la petite voix dans ta tête va te dire que t'es vieux, t'es moche, t'es bizarre, t'es le vieux frustré, que les gens vont te regarder de travers et qu'ils savent que t'es paumé. Mais c'est pas le cas. Mais tu fais juste cette promenade pour te désensibiliser. Okay. Puis tu rentres chez toi. Deuxième fois, tu sors et tu décides, voilà, je vais prendre juste une bière au comptoir tout seul. Pourquoi tout seul? Car avec un pote, tu peux le faire avec un pote aussi, mais là c'est déjà beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ici je te parle, ici je mets l'accent sur la désensibilisation, sur l'apprentissage, sur comment gérer ton angoisse. Donc la première fois, tu fais juste une promenade dans ce quartier. Deuxième fois, tu rentres dans un bar et tu commandes juste une bière et tu bois ta petite bière tout seul au comptoir, puis tu rentres chez toi. Troisième fois, tu peux te dire que, tiens, la prochaine fois, je vais faire la promenade, m'asseoir dans un bar au comptoir, commander une bière, et quand je vois une jolie fille passer, je vais juste lui faire un compliment. Mm-hmm. Et comme ça, de manière progressive, graduelle, en réalité, c'est beaucoup plus bordélique, ça peut aller plus vite ou moins vite. Peut-être que tu auras besoin d'un temps d'adaptation, d'un temps d'apprentissage bien plus long que ça. Mais c'est juste pour t'expliquer l'idée, la méthode, le process, les étapes. Et comme ça, petit à petit, tu vas te désensibiliser, tu vas t'habituer à l'environnement. Écoute, moi j'ai 43 ans. Bon, maintenant avec le Covid, je sors plus. Voilà, mais je peux te dire qu'avant le Covid, je sortais régulièrement, pas tant que ça, parfois un peu trop souvent à mon goût, disons, une fois par semaine, une fois et demie, quand on prend la moyenne, toutes les 2 semaines. Moi, je préfère sortir seul. Mais c'est un truc qui s'apprend au début. Au début, tu te sens vraiment bizarre. T'as l'impression de ne pas être à ta place, d'être un cas social sans amis, un handicapé social, et t'as l'impression que tout le monde te regarde et que tout le monde te juge, et qu'ils pensent tous, regarde le mec paumé qui n'a pas d'amis, le loser, mais pas du tout. C'est pas du tout le cas. Mais c'est à force de répéter, de t'exposer à l'objet et aux comportements qui te font peur que tu vas conditionner ton cerveau, tu vas lui apprendre que hey, ceci n'est pas dangereux, et ceci n'est pas mortel, et ceci n'est pas si néfaste pour ton statut. Ton statut, c'est-à-dire ta position au sein du groupe. Ceci n'est pas néfaste à ta réputation. Sauf si tu fais, bien entendu, de grosses bêtises, encore et encore, dans un même environnement, dans un même contexte social. Là, oui, tu vas niquer ta réputation, mais je pense pas que ce soit le cas chez toi. Ok, ça c'est la manière graduelle. Je veux te dire quoi par le point suivant. Souviens-toi, j'ai dit comment se relancer dans la drague après un divorce. Tu te relances de manière graduelle, structurée et avec une vision à long terme. Maintenant, je vais traiter la partie structurée. Puisque tu as des obligations et des responsabilités, tu vois tes enfants en milieu de semaine, parfois le week-end, parfois oui, parfois non, parfois tu es libre le matin, parfois le soir. Tu dois tout simplement planifier tes sessions de drague et tes rendez-vous. Voilà, disons que si j'ai bien compris, mais j'ai pas bien compris, car j'ai très vite embrouillé, disons que tu as 4 créneaux de temps libre. Lundi et mardi matin, jeudi soir et vendredi soir, et puis parfois les week-ends, bref.
tu connais mieux ton planning, ton organisation. Ah, c'est con ce que je vais dire, tu t'aurais pu y penser toi-même, mais voilà, tu planifies tes sessions de drague et tes rendez-vous à ces moments libres, quoi. Voilà, tu ouvres ton agenda, tu regardes quand est-ce que je suis dispo, et à ces moments-là, tu notes session de drague, rendez-vous, voilà. Ouais. Et c'est tout. Je vois pas comment faire autrement, voilà, on va pas se compliquer la vie inutilement. Déjà, en soi, le truc est déjà assez compliqué, je trouve. Hein. Et maintenant, la vision à long terme, pourquoi est-ce important? C'est surtout une question d'attitude, de mentalité. Tu dois faire confiance au processus. Tu dois voir ça comme un investissement à long terme, un comportement que tu vas afficher, ou plutôt des comportements que tu vas afficher de manière répétée à long terme. C'est comme si tu t'inscrivais à un cours, un cours de, je sais pas moi, de cuisine, de peinture, ou à des cours de danse, ou à l'académie pour suivre des cours de musique. Hein, Tu t'engages à faire ça en général, c'est pendant 1 an. Hein, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ici, je t'invite à adopter la même vision pour... et ça va te surprendre, mais c'est pour... Comment le formuler? Comment l'expliquer? C'est une façon, cette vision à long terme, c'est une façon de gérer tes émotions, ton angoisse. Tu dois faire confiance au processus, car quand tu es dans l'instant présent, je veux dire, quand tu sors, imagine tu sors pour la première fois, tu vas être stressé, tu vas chier dans ton froc, ton cerveau va te piéger, tu vas oublier le passé, tu vas surtout oublier le futur et encore plus le long terme. Ça va juste être horrible ici et maintenant et ça va être un micro-traumatisme. Surtout si l'expérience est un petit peu trop angoissante à ton goût. Et ce micro-traumatisme va faire que tu vas te dire « Oh non, c'est rien pour moi. Oh, j'y arrive pas. Oh, je suis trop vieux. Je suis trop ceci, trop cela. » Donc, ton cerveau, en état de stress, en état d'anxiété, va produire des excuses pour t'encourager à te sortir de cet environnement, à te sortir de cet état qui te procure cette angoisse. Et c'est pour ça que beaucoup de mecs abandonnent. Des jeunes gars aussi, hein, des mecs, peu importe l'âge, hein, mais même des mecs de 20 ans, 25 ans, 30 ans, hein, qui ont tout pour réussir. Et un jour, ils en ont marre, ils se disent, voilà, je vais me prendre en main, je veux m'améliorer avec les gonzesses, je vais draguer dans la rue, ils font ça 2-3 fois, ils se mangent des râteaux, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Mais puisque c'est tellement pénible et ils n'ont pas de vision à long terme, ils font pas confiance au processus, ce que je peux comprendre, hein, voilà, parce que c'est jamais certain, jamais 100% certain de réussir. Après 2-3 sessions de râteau, ils abandonnent. Et je peux m'imaginer qu'à 47 ans, que tu as encore un argument supplémentaire pour abandonner. Genre, je suis trop vieux, j'ai des gosses, ça c'est bizarre, le mec qui court, le coureur de jupons à 47 ans, là, dans la rue en train de courir après les nanas de 30, 35, 40 ans. Ouais, bon, c'est pas très bien perçu hein, dans notre société, mais une fois que tu es dedans, une fois que tu commences effectivement à parcourir les étapes, une fois que tu commences à te désensibiliser, une fois que ta confiance augmente et ton angoisse diminue, c'est magnifique. Tu vas commencer à goûter à ce sentiment de liberté, cette liberté sociale. Hein. Tu vas voir que ce sont que toutes ces angoisses et les idées et les excuses liées à ces angoisses, c'est-à-dire ça ne se fait pas, je suis trop vieux, je suis trop ceci, je suis trop cela, c'est bizarre et je ne sais quoi. Tout ça sont juste que des bruits de fond, des petits nuages, des bruits de fond. C'est ça, ça va se dissiper et là, tu vas commencer à avoir des interactions beaucoup plus agréables, plus chaleureuses, plus longues, plus légères, plus flirty, hein, avec du flirt, avec un petit ton sexuel parfois, en fonction de toi, hein, si tu oses exprimer ce petit côté sexuel. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision à long terme, hein, de te dire, aujourd'hui j'ai eu une session merdique, aujourd'hui je suis pas satisfait de mes résultats, ou j'aurais aimé faire plus, ou être plus direct, ou aborder plus.
Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu viens de déposer quelques centimes dans ton compte bancaire. C'est-à-dire, c'est un investissement à la prochaine fois, ça ira mieux, la fois d'après encore mieux, etc. Bon, le progrès n'est pas linéaire, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais après un an, hein, comme à la bourse, pas toujours, hein, mais évidemment, hein, ça monte. Hein. C'est pour ça que tu dois avoir cette vision à long terme pour justement faire face au moment désagréable à court terme. Concernant ta VMA, tu dis, j'ai 47 ans, ma VMA est assez élevée à tous les niveaux, niveau social, soigné, bien habillé, etc. Ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. Ouais, désolé Fredo, mais je pense que tu te surestimes à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les mecs ont en général tendance à surestimer leur valeur sur le marché de l'amour. Surtout après un certain âge. Parce que là, on se voit pas constamment nous-mêmes. Hein. On s'observe pas nous-mêmes constamment. Tu te regardes quoi? 1 fois, 2 fois par jour dans le miroir, le matin et le soir, hein, quand tu te brosses les dents. Et puisque tu te vois tous les jours, tu vois pas la vieillesse progresser. Je veux dire, en plus, tu te sens, hein, à l'intérieur de toi, je sais pas, moi je me sens comme si j'avais, je sais pas moi, 30, 35, 25 ans, je sais pas, mais quand j'entends mon âge, 43 ans, mais non, oui, peut-être que sur papier, j'ai 43 ans, mais à l'intérieur, hein, je ne fais pas 43 ans. Et même à l'extérieur, quand tu vois mon corps d'Apollon, tu te dis, mais Consti, waouh, quel spécimen, tu ne fais pas tes 43 ans. Et je suis le premier à être d'accord avec toi, hein, je ne fais pas mes 43 ans, mais j'ai quand même 43 ans. Et quand je regarde mes photos de quand j'avais 30 ans, oui, on voit la différence. Je suis bien plus beau maintenant. Non. Enfin, si, quelque part, oui, mais on voit que juste, j'ai plus 30 ans, quoi. Et quoi qu'on dise, notre VMA, à un moment, cette VMA, cette valeur sur le marché de l'amour, commence à baisser. Parce que le physique commence à se détériorer graduellement. Oui, la VMA monte, hein, chez un mec, et elle monte plus longtemps et plus tard. Hein, je dirais qu'elle atteint son pic entre 35 et 40 ans. Ouais, selon les mecs. Chez certains mecs un peu plus tôt, peut-être à 33 ans, chez d'autres un petit peu plus tard, 42, 43. Mais après là, ça commence à descendre. Et on essaye de compenser quand le physique se détériore. On joue peut-être un petit peu plus sur le statut, hein, sur la maturité émotionnelle. Mais oui, voilà quoi. Donc si à 47 ans, t'es divorcé, tu commences à être un petit peu chauve, à avoir un petit bide, d'être un petit peu rouillé en matière de séduction, oui, t'as beau penser que ta VMA est élevée, mais si ta valeur sur le marché de l'amour est réellement assez élevée, où sont les femmes dans ta vie? Est-ce que tu as 2, 3, 4 femmes ou plus qui te désirent, qui te courent après? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ou bien ta VMA est plus faible que tu ne le penses, ou bien tu ne communiques pas assez ta VMA au monde extérieur, juste que tu n'entres pas assez en contact avec les femmes. Donc je dirais que il faut commencer par identifier l'élément de ta valeur sur le marché de l'amour ayant le plus grand effet de levier. Encore une fois, ta valeur sur le marché de l'amour, pourquoi je dis encore une fois, car ça fait tous les 2-3 épisodes que je le répète, ta valeur sur le marché de l'amour est constituée de ton apparence, de ton intelligence, ton statut et tes compétences sociales. Chez les mecs, à partir de 40-45 ans, le plus grand effet de levier se situe en général au niveau de leur apparence. Il y a là, on peut l'améliorer, cette apparence. On peut essayer de ralentir le processus le vieillissement. On peut essayer de masquer ou d'éliminer les signes de vieillissement. Oui, en reprenant la muscu, en améliorant son look. Hein, si tu as une paire de cheveux, ou bien tu prends de la finastéride et du minoxidil pour stopper ça, ou bien tu te rases, car à un moment, voilà, c'est mieux d'avoir la tête rasée que de voir cette alopécie, de voir la calvitie. Hein. Bon, il y a toujours des exceptions. Ici, je pars du principe qu'au niveau de l'intelligence, du statut, que tout est en ordre, et au niveau des compétences sociales aussi,
Bon, ça dépend, je sais pas. Peut-être qu'au niveau des compétences sociales, surtout en matière de séduction, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire. Ouais. Les problèmes qui se posent à toi, Fred. Tu vis, donc, tu habites en banlieue. Bon, tu travailles dans une grande ville, mais tu habites à 1 heure de distance. Alors, où draguer? Dans la grande ville ou près de chez toi? Eh ben, moi, je vais dire que ça va dépendre de 2 choses. Ça va dépendre du volume et de la logistique. Donc, si près de chez toi, il y a assez de volume, c'est-à-dire suffisamment de femmes qui te plaisent, qui marchent dans les rues, qui se promènent, et s'il y a suffisamment d'endroits chouettes à fréquenter, je sais pas moi, des bars, des lieux de sortie, des restos, des parcs pour des promenades, des musées, je sais quoi, des galeries d'art, un centre commercial ou je ne sais quoi. Hein. Va draguer chez toi alors, parce que c'est près de chez toi, t'as pas à te déplacer. Hein, et en plus, c'est un avantage, quoi. Si tu peux draguer près de chez toi, hein, tu vas boire un petit verre sur une terrasse, tu fais un petit resto, petite promenade, un petit bar de cocktail, et puis tu vas chez toi. Hein, vous allez prendre un dernier verre chez toi. Ouais. Si c'est pas le cas, bah, tu vas dans la grande ville et tu te démerdes à organiser ta logistique là-bas. J'y reviendrai d'ici quelques instants. Point suivant, au niveau du temps libre, comme je viens de le dire, tu planifies tes sessions de drague et tes rendez-vous à l'avance. Voilà, tu prends ton agenda, tu identifies les créneaux libres et tu planifies tes sessions de drague et tes rendez-vous à ces moments. C'est comme avec l'école, quoi. Voilà, comme avec l'école, le travail, le business, bah, tu remplis ton agenda. Concernant les applications, Robbie a donné une réponse bien plus complète que la mienne. Tu dis les applis ne marchent pas bien pour moi. Hein, j'ai des matchs, mais avec des femmes qui me plaisent peu. Je dirais que ça vaut même aussi pour la plupart des mecs de chaque tranche d'âge. En général, parce que les femmes ont le pouvoir sur les applications de rencontres. Les applications de rencontres, la drague en ligne en général, est un marché en déséquilibre. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Donc, souvent, on doit se satisfaire d'un petit peu moins, hein, pour rester politiquement correct. Mais si tu arrives à exploser ta VMA, si tu arrives à te retrouver dans le top 20, top 10 des mecs les plus attirants en ligne, là, mon vieux, c'est l'Eldorado de la chatte, quoi, voilà. Maintenant, concernant les applications, moi, je me pose la question, est-ce que ta VMA est réellement élevée? Est-ce qu'elle est vraiment suffisamment élevée? Est-ce que tu la surestimes? Ou est-ce qu'il te suffit tout simplement de bien mettre ta valeur sur le marché de l'amour, ta VMA, de la mettre en avant, de la communiquer sur les applications pour améliorer tes résultats? Car les applications de rencontres, hein, tout comme les autres environnements, la rue, les soirées, le cercle social, les applications ont des avantages et des inconvénients. Voilà, on ne va pas juger l'environnement et dire « Oh, c'est un environnement nul et ça, c'est un bon environnement. » Oui, tu as juste des environnements et il y a toi avec tes capacités d'adaptation. Les applications de rencontres ont plein d'avantages. Un de ces avantages est la visibilité permanente sur le marché de l'amour. Hein, donc, tes créneaux, bah, je veux dire, quand tu... Voilà, t'as pas à te dire, est-ce que je suis libre demain matin? Est-ce que j'ai mes enfants ou pas? Tu sais swiper un petit peu, tu sais répondre aux messages. Mmh. Et le deuxième avantage des applications, c'est le filtrage. Là, tu vas pas te poser la question, est-ce qu'ils sont célibataires ou pas? Là, tu sais cibler, quoi. Si tu veux rencontrer des femmes célibataires, des femmes divorcées, des femmes en couple, des femmes libertines, des femmes chrétiennes, des femmes, je ne sais quoi, BDSM, des transgenres, peu importe. Tu sais, selon l'application, tu sais filtrer ça, quoi. Ouais. Donc moi, je dirais, mieux vaut les utiliser, surtout si tu sais bien gérer tes pulsions. Autrement dit, si tu sais ne pas succomber à la tentation, parce que tout comme YouTube, Facebook et toutes les applications, elles sont conçues pour être addictives. Voilà. Ah, donc si tu sais bien gérer, si tu sais bien te retenir et te dire voilà, je sais bien gérer mon temps, utilise-les, vraiment. Comment identifier les femmes célibataires ou divorcées?
Si tu utilises les applications, tu les filtres tout simplement. Et même déjà, comme Robbie l'a dit, le fait que ces femmes sont sur les applications est déjà une forme de filtrage. C'est qu'elles sont intéressées. Mais en couple ou pas, si elles sont en couple, ça a aussi des avantages. Hein? C'est qu'elles sont là, alors plus pour le plaisir. Dans la vraie vie, comment identifier les femmes célibataires ou divorcées? Dans la vraie vie, t'es jamais certain. Hein? C'est une question de probabilité. Je veux dire, si tu préfères les femmes divorcées, et si tu cibles les femmes de plus de 30 voire 40 ans, ça se voit parfois, tu peux estimer leur âge. Hein? Déjà, tu devras les aborder, quoi. Et quand tu abordes ces femmes de cette tranche-là, de cette tranche d'âge-là, tu as plus de chances qu'elles soient ou bien en couple ou bien divorcées. Mais il y a aussi quelques petits indices. Je veux dire, tu regardes, est-ce qu'elle a une bague? Si elle a une bague, c'est peut-être un anneau, quoi. Et c'est peut-être qu'elle est mariée. Hein. Mais bon, on n'est jamais certain, quoi. Je veux dire, on peut aussi le voir à la façon de s'habiller. Hein. Si une femme de 35-40 ans met ses traits féminins un peu en valeur, si elle les accentue, elle met un truc moulant pour qu'on voit bien ses fesses, sa poitrine, ou elle montre un peu de nudité, hein, elle montre ses épaules, son cou. Oui, on peut dire que ces signes de féminité, de fertilité, elle les envoie au monde extérieur. Pourquoi est-ce qu'elle les envoie au monde extérieur? Est-ce que c'est juste pour avoir la reconnaissance, la validation? Est-ce que c'est pour attirer des mecs? On ne sait pas. Voilà. Je dirais qu'une femme en couple est généralement plus discrète, tu vois, elle va un petit peu moins se montrer, mais bon, les différences individuelles sont tellement grandes que tout ce que je viens de te raconter maintenant, tous ces indices, moi, je fais pas attention. Oui, je regarde, je me dis, ah oui, elle est belle ou pas, elle porte un gros manteau ou pas, ou porte à côté, mais je vais pas me fier à ça, quoi. Hein, le meilleur moyen de savoir, c'est juste de l'aborder. Voilà. Et tu dis que tu as des limites en tant qu'homme divorcé. Tu termines ton message en disant, bref, j'ai beaucoup de limites qui s'imposent à moi. Oui. Fredo, c'est comme ça, tu dois faire avec. Hein. Robbie a donné son exemple. Moi, pareil, hein, moi j'ai plein de contraintes. Hein. J'habite à Tirlemont, une petite ville de 40 000 habitants, si je ne me trompe pas, 30-40 000. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a peu de volume. J'habite avec ma femme, mon fils, donc je me suis démerdé, quoi. Je vais draguer dans une ville à 20 km d'ici, et d'un point de vue logistique, c'est ou bien là-bas dans cette ville que je prends une chambre d'hôtel. Oui, ça me coûte de l'argent, mais je prends les hôtels les moins chers. Bon, c'est pas glamoureux, mais surtout pendant des périodes de haute activité, ça s'additionne très vite. Hein. Si chaque week-end tu dois claquer 50, 70, 100 euros. Heureusement qu'aussi, de manière... Enfin, je dis aux filles, je dis, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'on partage hein? Ah oui, souvent elles disent oui. Hein. On partage les frais, quoi, voilà. Donc je me suis adapté, quoi, voilà. Pareil pour toi. On fait avec, on fait avec ce qu'on a. Et notre plus grand atout, c'est notre faculté d'adaptation. C'est cette capacité. Voilà. Je termine par une petite synthèse. Pour résumer, comment se relancer dans la drague après un divorce? 1. Tu évalues de manière conservatrice, je dis bien de manière conservatrice, ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, et tu identifies l'élément ayant le plus grand effet de levier, c'est-à-dire l'élément ayant le plus grand retour sur investissement. Donc, si tu as un mec moche, avec une mauvaise hygiène, qui s'habille mal, qui pue, qui est en surpoids, qui s'habille comme un clochard, qui est fauché en plus, si ce mec investit ses efforts dans l'apprentissage de la drague, c'est juste un mauvais investissement. Il va pouvoir investir énormément de temps et d'efforts pour très peu de résultats, voire aucun. Et deuxième étape, tu développes ton système de séduction, c'est-à-dire tu mets des étapes en place en fonction de ton agenda, tes besoins, tes ressources. Donc, dans ton cas spécifique, Fredo, si j'ai bien compris, encore une fois, j'ai déjà mon cerveau a tilté, je ne savais plus suivre quand tu me parlais de ton agenda. Tu as 4 créneaux.
tu planifies tes sessions et tes rendez-vous pendant ces créneaux, pendant ces 4 moments où tu as du temps libre, quoi. Et voici une idée, voici quelques étapes, hein. Une idée de comment tu pourrais, des étapes que tu pourrais toi-même, reprendre. Première étape, tu dragues dans la rue et tu prends le numéro. Bon, je simplifie bien entendu, hein. Tu aimerais avoir des phrases de drague, de comment développer la conversation, comment passer d'un sujet à un autre, comment neutraliser les éventuelles objections, comment proposer le rendez-vous, comment obtenir le numéro, ou le Facebook ou n'importe. Mais bon, je simplifie ici, hein. Je te donnerai un petit peu plus de détails tout de suite après. Donc, première étape, tu dragues dans la rue, tu prends le numéro. Deuxième étape, tu lui donnes, tu fixes le rendez-vous dans le centre-ville. Et puisque tu habites à 1 heure de distance du centre, cela, je suppose que près de chez toi, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, quand tu donnes rendez-vous dans le centre-ville, tu lui donnes rendez-vous dans je vais appeler ça le premier lieu de rendez-vous, disons un bar. Puis du premier rendez-vous, vous passez à un deuxième lieu, un bar à cocktail ou quoi, un bar hyper cosy. Et de là, vous passez dans un Airbnb ou une chambre d'hôtel. Donc voilà, ici, j'ai vraiment simplifié le truc. Mais pas tant que ça, hein, car au final, ce sont mes étapes aussi à moi. Hein. Donc moi, je vais draguer à Leuven, je prends des numéros, ou bien je drague sur les applications de rencontre, hop, et je fixe mes rendez-vous à Leuven, dans chaque fois le même bar, au même endroit, hein, au même comptoir. Et là, je passe après ce premier bar dans un deuxième bar, et après ce deuxième bar, en général, on va chez elle ou à l'hôtel. Et parfois, on va dans un troisième bar si j'ai envie d'encore faire la fête, de sortir, si j'ai envie de faire monter encore plus la température, si je vois qu'il y a de la bonne musique et tout. Voilà. Donc, bar 1, bar 2, lieu de conclusion. Voilà. Et je te conseille, je t'invite, Fredo, à faire la même chose, à juste choisir comme ça 2-3 lieux, hein, et tu passes d'un lieu à l'autre, et enfin, tu passes du premier lieu au deuxième, au troisième, et voilà. Et idéalement, la distance entre ces lieux doit être petite. Plus la distance est petite, mieux c'est. Hein, en quelques minutes de marche, c'est top, quoi, c'est top. Comme ça, au moins, tu évites que l'ambiance redescende. Parfois, ça peut se refroidir, surtout si voilà, tu dois prendre le train, ou le tram, ou le bus, ou les transports en commun, ou le taxi, ou je ne sais quoi. Bref, voilà. Si tu souhaites... Fredo, je ne sais pas si tu t'es procuré déjà le script. Cher auditeur, je ne sais pas si toi tu as le script. Mais donc, si tu souhaites te lancer ou relancer dans la drague, Fredo, alors je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation de Robbie intitulée Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, donc avec des phrases de drague, des techniques de drague, même des scripts entiers. Quoi dire, comment le dire, mot pour mot, pour toutes les phases de la séduction. Donc, de l'approche à la conclusion. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé, et bien entendu pour conclure lors du rendez-vous. Tu recevras des phrases et des techniques de drague toutes faites, développées par Robbie, des phrases que tu pourras, entre guillemets, copier-coller, reprendre dans ton jeu de séduction, mot pour mot. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu les adaptes à ta sauce, à tes besoins, à ta situation et à la femme en face de toi. Le script est constitué de 7 modules. Donc, Fredo, pour la drague de rue, il y a un module. Pour la drague en ligne, il y a un module. Pour la drague en soirée, il y a un module. Pour la drague sur le smartphone, il y a un module. Donc, pour tous les environnements et toutes les étapes du processus de séduction, tu sauras quoi dire, comment le dire, quand le dire, avec des phrases de drague toutes faites, des scripts, des techniques de drague. Il y a aussi un module sur le rendez-vous pour comment passer comment terminer le rendez-vous en intimité. C'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment une Bible. C'est vraiment complet. Et encore une fois, pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Si tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, le script te donne les solutions. Robbie, qu'est-ce que tu me disais avant le podcast? Moi, j'étais déjà en train
m'endormir quand tu me racontais ça. T'en as fait un truc, mais tu es en train de mettre à jour le script. Ouais. Et pour le module sur la drague en ligne, tu es en train de rajouter des enregistrements, des vidéos dans lesquelles tu analyses, tu décortiques, tu dissèques des conversations, comment tu le dis, de ce que tu dis, pourquoi tu le dis, quand tu le dis, comment tu le dis. On voit tes étapes, tes phrases de drague, ton petit système de drague en ligne, en œuvre et décortiqué. Et en plus, tu isoles. Le truc est juste blindé de phrases de drague, quoi. Donc, il n'y a pas seulement « Tiens, voici le poisson. Hein. Tiens, t'as faim. Tiens, voici le poisson. » Non, tu apprendras. Donc, tu reçois et du poisson et tu apprendras à pêcher également. Il y a le comment, le pourquoi. C'est juste une bombe, ce script. Hein. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et surtout maintenant, avec le update, il y a quelques mois, ou quelques semaines, je sais plus, quand on a fait la promo d'été pour le script, je disais que oui, on va augmenter peut-être le prix ou pas, mais après tout ce que tu m'as raconté et ce que tu m'as montré, ah oui, on va augmenter le prix. J'augmente le prix. Ça, écoute, c'est toi qui décides. Quand tu vois ce que... Pardon ? Si c'est toi qui décides, ça. Ah oui, oui, c'est comme ça. Enfin, je demande ton avis, mais je crois pas que tu vas dire non. Hein. Non, bien sûr. Robbie, est-ce que tu veux que j'augmente le prix ? Non, je n'aime pas gagner de l'argent. Ok, t'aimes pas gagner, d'accord. Alors on n'augmente pas le prix. Non, parce que ça vaut vraiment la peine. Quand je regarde ce que les concurrents font, ils font de bonnes choses, mais ils font aussi de très mauvaises choses. Hein. Et quand je regarde les tarifs qu'ils demandent, quand je regarde la qualité du script, d'ailleurs, je devrais une fois toutes les rassembler, les témoignages, car ils sont éparpillés dans mes emails, sur YouTube et sur le blog aussi. Mm-hmm. Je devrais mais tu vois, juste que plein de commentaires positifs où les mecs, c'est pas juste « Oh, merci, génial, cool, je vous aime ». Non, c'est wow, « Je n'en reviens pas ». Avant, j'y arrivais pas. Maintenant, j'arrive à conclure lors du premier rendez-vous. Donc, ce que je disais, c'est que quand je compare le script à ce que les concurrents proposent, en termes de qualité et de quantité, c'est juste... l'augmentation du prix, ce serait juste se tirer une balle dans le pied pour nous, hein, de ne pas augmenter le prix. Ouais. Voilà. Et je me demande parfois, d'un point de vue purement marketing, si c'est même pas un handicap, le script. Il est tellement complet que ce ne serait pas plus intéressant de le découper, tu vois, en formations séparées. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Pour l'instant, c'est comme ça. Le script, c'est juste une formation complète qui traite... Une petite parenthèse simplement, c'est pas encore... Donc, l'update va arriver. Donc, même si les gens achètent aujourd'hui, l'update n'est pas encore là, puisque forcément, je suis en train encore de terminer. Mais dès que c'est terminé, ils recevront toutes les updates sans aucun coût supplémentaire. Il faut bien le mentionner. Donc, mais ceux qui ont acheté le script tout au début, tu te rappelles, il y a quelques années, on l'avait vendu, je sais plus, à 50 €, quoi, prix de lancement. Puis chaque fois, ça augmentait graduellement parce que voilà, le truc, on l'avait vendu à 50 € parce qu'il n'était même pas prêt encore. Hein. Et oui, maintenant, voilà, il coûte 149 €. Il y a de temps en temps une promo à moitié prix ou à 99 €. Enfin, ça dépend des périodes et tout ça. Mais même les gens qui l'ont acheté, même les clients, les tout premiers clients, ils recevront l'update. Hein. Oui, bien sûr. Tous ceux qui ont le script recevront la mise à jour et le prix sera augmenté après la mise à jour. Hein. D'abord, on finalise la mise à jour. Ce n'est qu'alors qu'on augmente le prix. Ouais, tout à fait. Donc, les gens en fait, qui l'achètent maintenant l'achèteront au prix normal et recevront les updates. Et une fois que les updates seront terminés, que tous les modules auront été updatés, à ce moment-là, eh bien, tu augmenteras seulement le prix à ce moment-là, quoi. Oui, après, j'aurai sûrement d'autres idées. Je me dis, on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela. Robbie, hop là, au boulot, allez, on crée encore du contenu, Robbie. Avec le fouet, tu vois. Allez, Robbie, au boulot. Mais c'est fascinant. Honnêtement, symboliquement, j'aurais pu faire l'update dans 3 années pour dire, voilà, ça fait 20 ans de drague. Et parce que tu évolues, mais c'est vrai que j'avais envie de marquer le coup parce que forcément tu évolues en tant que personne, en tant que dragueur, et j'avais tellement de choses qui sont arrivées parce que la première version c'était quand il y a 5 ans déjà.
5 ans, ouais. Déjà, je sais pas. Je pense. Ouais. Mais en 5 années, il y a des choses qui évoluent, surtout sur la drague en ligne, mais il n'y aura pas uniquement la drague en ligne qui va être updatée, il y aura des updates un peu dans tous les modules, comment dire, de variations diverses, ça va dépendre vraiment. Parce que des fois, je relis, et mon critère, c'est celui-là. Si je relis et que je vois que je suis toujours content et heureux avec ce que je lis, pour moi, c'est bon. Parce que on évolue en tant que personne, mais si je lis par exemple le module sur le rendez-vous et je le relis de temps en temps pour me motiver moi-même, oui, je pourrais toujours ajouter l'une ou l'autre chose, mais globalement, je suis extrêmement ravi de ce que je dis, parce que je ferai pas les choses différemment aujourd'hui, alors que je l'ai écrit il y a 3 ou 4 ans, tu vois. Donc voilà. Ouais. Mais par contre, sur la drague en ligne et sur d'autres modules, il y a des choses que je voulais absolument rajouter, surtout sur la drague en ligne. Et donc ouais, je suis super content pour l'instant du résultat, de tout ce que j'ai pu rajouter. Et voilà, je fais le plus vite possible. Donc voilà, je sais que voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais j'espère vraiment terminer ça avant le mois d'août, parce que je pars à l'étranger fin août. Et je sais que j'aurai beaucoup moins de temps. Donc ma pression, elle est de finir ça dans les semaines à venir. Donc voilà. Ah, top, Voilà. top. Oui, moi je suis en train de mettre à jour la plateforme pour l'hébergement. Hein, là, je sais pas comment l'expliquer. Juste pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Hein, donc l'achat et la consommation des infos, de la formation. Hein, donc ça sera vraiment sur une belle petite plateforme avec des modules, des chapitres. Voilà. Top. Et oui, tu parlais de... Enfin, je termine sur cette note-là. Écoute, de nos jours, c'est comme avec tout. Hein, faut savoir s'adapter. Il y a des chaînes YouTube qui parlent principalement de la drague de rue, d'autres que de la drague en ligne. Mais comme je l'ai dit, tous les environnements ont leur pour et leur contre. Et en fonction de ta personnalité, tes besoins, mais aussi des conditions externes, il faut savoir s'adapter. Parfois, c'est utile de passer d'un environnement à l'autre. Ouais. Voilà. Surtout, nos amis français qui étaient en confinement, en lockdown, je dirais presque permanent. Genre, je connais pas les conditions exactes, mais si tu peux te déplacer que dans un périmètre de 1 kilomètre autour de chez toi, et t'as le couvre-feu, je ne sais quoi. Oui, pourquoi ne pas tester la drague en ligne? Oh, ça marche pas pour moi. Si ça marche... Non, c'est pas... Faut pas dire ça ne marche pas pour moi. Tu dis ça ne marche pas encore pour moi. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. Voilà. Ouais. Robbie, merci pour ta contribution. Fredo, merci pour ta question. Cher auditeur, merci pour ton attention. Et encore une fois, si tu veux nous poser une question, si tu veux laisser un commentaire, clique sur le lien se trouvant dans la description qui mène vers le site du Kojak Podcast et poste ta question là-bas. Là, au moins, elle ne sera pas censurée, car YouTube ne fait pas que supprimer mes commentaires à moi. Parfois, dans mes notifications, tu vois, dans la petite cloche que tu vois à droite de ton écran en haut, je vois que y a un mec qui a laissé un commentaire intéressant. Je clique sur le commentaire intéressant, bam, il n'y est plus. Et alors le pauvre mec, peut-être qu'il pense que Consti il a supprimé mon commentaire car je sais pas, il m'aime pas ou il se sent attaqué. Non, rien de tout ça, c'est YouTube qui supprime. Et au moins, moi je supprime aucun commentaire, rien, sauf les spams, hein, sauf tu vois, quand il y a des caractères chinois avec un numéro WhatsApp, là je supprime. Mais je supprime aucune question, aucun commentaire, même les insultes, je les laisse. Bah oui, pourquoi pas. Donc voilà, cher auditeur, merci pour ton attention. Fredo, merci pour ta question. Robbie, merci pour ta contribution. On se revoit dans le prochain épisode. Yep. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur le site du Kojak Podcast. Tu trouveras le lien vers le site du Kojak Podcast dans la description. Je préfère ne plus interagir dans les commentaires sur YouTube car YouTube supprime une partie de mes commentaires à moi sur ma propre chaîne. Et je ne sais pas pourquoi il supprime mes commentaires. Je ne pense pas que mes commentaires soient politiquement incorrects.
En plus, YouTube supprime également certains commentaires des auditeurs. Je ne supprime aucun commentaire, même les plus négatifs. Et donc, pour éviter cette censure, pour pouvoir discuter librement, je préfère interagir sur mon site. De nouveau, le lien vers le site du Coach Drague Podcast se trouve dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, cher auditeur, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations et les pouces bleus sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent, mais avant tout, en laissant une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!